Madame, Monsieur, bonsoir. Bilan du premier tour de la CAN et pronostic des huitièmes de cette compétition qui crée de nouveau la surprise et déchaîne les passions. C'est le menu de cet épisode ce soir. Hier, le Maroc consolide sa position de leader de son groupe et surtout, les Lions ont permis au pays hôte et frère, la Côte d'Ivoire, de décrocher son ticket pour le prochain tour. Les objectifs du premier tour donc sont atteints pour la sélection marocaine. Je vous parlais de surprise, et puisqu'on parle d'objectifs. Grande fut cette dernière quand la CAF a annoncé le verdict hier. À quelques heures du match, le sélectionneur marocain Walid Regragui écope de 4 matchs de suspension, dont 2 avec sursis. Et hier, justement, il était absent lors de la rencontre avec la Zambie. Quid du prochain match contre l'Afrique du Sud, en sachant que la Fédération marocaine de football a annoncé avoir fait appel de cette décision qu'elle juge, je cite, injuste. Sur quelle base ces sanctions sont-elles prises et que devrait-on attendre de cet appel donc formulé par la Fédération auprès de la CAF? Et surtout, comment des décisions pareilles peuvent-elles affecter le moral des joueurs et plus globalement la performance du 11 national? Et en parlant du jeu des Lions de l'Atlas, quel diagnostic, comment mieux appréhender la prochaine étape? Pour répondre à ces questions, 3 experts avec moi. D'abord sur le plateau, c'est Aziz Daouda, directeur technique et du développement de la Confédération africaine d'athlétisme. Bonsoir, c'est Daouda. Khadija, bonsoir. Marhaba. Se joint à nous depuis San Pedro en Côte d'Ivoire. Mon confrère, journaliste sportif à Radio Mars, Amine Birouk, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Bonsoir Lala Khadija, ravi de vous retrouver une nouvelle fois et bienvenue. On le dit en baoulé, Kouaba depuis San Pedro. Et Akouaba aussi à vous, à Rabat. Et Akouaba à vous aussi, je ne sais pas comment on le dit en Wolof, Sahel Sissoko, aussi confrère sénégalais. Comment on dit? On dit Dalal Diam en Wolof, ça veut dire bienvenue à Kouaba. En langue locale en Côte d'Ivoire et Dalal Diam en Wolof au Sénégal. Le Sénégal quand même, comme on l'a dit la dernière fois, qui tient aussi son rang, comme le Maroc, sont les favoris de cette compétition jusqu'ici. Bonne nouvelle pour nous tous. Alors du coup, justement, on va parler, puisqu'on parle de bienvenue, comment vous allez accueillir ou comment va vous accueillir cette équipe ivoirienne que vous allez affronter lundi prochain. Nous y arrivons, mais avant, D'abord, un coup de projecteur de manière générale sur ce premier tour. Messieurs, je vais faire un tour de table sur ce premier tour. Je commencerai par vous, Aziz Daouda, et bien naturellement, on va commencer par l'équipe nationale. Diagnostic de la performance des Lions. 2 matchs sur 3 qu'on a remportés quand même, et un match nul. On sort largement en tête du groupe. Voilà. Et sinon... Statistiquement, on en est bien sorti, puisqu'on est premier du groupe. Mais la manière, je dirais plutôt ouf. Parce qu'il y a eu quand même des doutes, il y a eu des moments où on a commencé à douter de notre équipe. Parce qu'il y a des moments où ils étaient flamboyants, extraordinaires, fantastiques. Juste une grande équipe qui jouait au ballon d'une manière vraiment chatoyante. C'était très agréable. Il y avait des moments où ils disparaissaient sur le terrain, on se demandait qu'est-ce qui arrivait, etc. C'était surtout le match d'hier soir contre la Zambie, on l'a remarqué. Même le second match. Et contre la RDC aussi. La deuxième mi-temps, on a senti qu'ils étaient ils étaient absents, ils étaient hagards. Étourdis, peut-être par la chaleur. Oui, bien évidemment que ça a dû jouer, etc. Mais peut-être que c'est tant mieux aussi. Parce que ça a permis à certains qui n'ont pas fourni beaucoup d'efforts de se préserver pour les prochains tours, parce que c'est là que commencent les choses très sérieuses, parce que c'est une élimination directe. Mais globalement, cette manifestation a quand même permis à des joueurs qu'on a vus hier, par exemple Richardson, etc., même s'ils ne sont pas rentrés, ils n'ont pas été titularisés avant, Sebari, etc., de montrer que le potentiel est là. Le potentiel est là, et surtout que pour, par exemple, l'exemple de Richardson, c'est sa première participation à une telle compétition. Justement, mais les minutes qu'il a jouées, il a été juste... il a étalé un talent invraisemblable. C'est un grand de la prochaine équipe nationale pour les années à venir. Amine Birouk, vous êtes sur place, et bien naturellement, j'aimerais bien écouter votre analyse sur
cette performance, je ne dirais pas en demi-teinte, parce qu'elle ne l'est pas. Je serais injuste si je décrivais cette performance en demi-teinte. Mais effectivement, on l'a senti, nous, téléspectateurs, nous ne sommes pas sur place, que parfois on avait l'impression que la sélection nationale avait un peu de mal à s'affirmer, j'ai envie de dire, devant l'adversaire. Écoutez, moi je dirais plutôt mission accomplie, 7 points sur 9 possibles. En général, le premier tour, l'équipe du Maroc a été en mode gestion. Elle a eu 3 adversaires de valeur inégale, avec une équipe tanzanienne qui est finalement montée en puissance et qu'on a réussi à battre sur le score de 3-0. Une RDC qui était revancharde, puisqu'on rappelle qu'il y a 3 ans, c'est le Maroc qui l'avait éliminé de la Coupe du Monde au Qatar, et qui a peut-être aussi profité des conditions météo pour justement finir plus fort que nous lors du deuxième match. Je vous l'affirme, nous qui étions en tribune de presse, nous étions dans un fourneau. Alors que dire des joueurs qui devaient fournir des efforts sur le terrain. Et puis contre la Zambie, on a eu 2 périodes inégales. Une équipe nationale plutôt chatoyante en première mi-temps, qui a fait l'essentiel du jeu, puis qui a mis le frein à main en deuxième mi-temps. Elle a joué au chat et à la souris avec l'adversaire. Et au dire du sélectionneur adjoint Rachid Ben Mahmoud, le premier tour, c'était un tour de réglage. Et l'impression, c'est que les joueurs aujourd'hui doivent apprendre à bonifier leur temps fort et à gérer les moments de faiblesse, ce qu'on appelle dans le jargon du football les temps faibles. Et c'est l'impression qu'on a eue avec cette équipe qui a toujours eu sous le pied. Elle pouvait attaquer, elle pouvait accélérer, elle pouvait temporiser. Aujourd'hui, on va passer à une autre formule de compétition. On est passé d'une formule de championnat où il s'agissait d'amasser le plus grand nombre de points à la formule de coupe, des matchs couperés, des matchs du chaos. L'équipe qui gagne reste dans la compétition. L'équipe qui s'incline va plier bagage. Et c'est là où on verra si cette équipe, son vécu, ce qu'elle a montré lors de la Coupe du Monde au Qatar, lorsqu'elle savait résister, faire le dos rond, est-ce qu'elle est capable de passer un palier supérieur face à un adversaire qui ne nous réussit pas très souvent, c'est le cas de l'Afrique du Sud, mais c'est une équipe joueuse. Mais en attendant, moi j'affirme que le bilan est globalement positif parce que les réserves énergétiques sont là et l'équipe est appelée à monter en puissance. Et le bilan est doublement positif, Amine Birouk, je reste avec vous, parce qu'il est positif pour le Maroc, il est positif par ricochet pour les Ivoiriens, et j'ai envie de dire qu'ils étaient, ces Ivoiriens marocains hier, avant, pendant et après le match. Et vous êtes sur place, peut-être si vous pouviez nous faire revivre les moments forts de cette marocanité des Ivoiriens hier soir. Ça a commencé déjà lundi, après la déroute face à la Guinée équatoriale, lorsque le grand Didier Drogba appelait les Ivoiriens à se mobiliser en faveur de l'équipe du Maroc. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la mobilisation a eu lieu. Ils étaient 15 000 hier au stade, qui se sont confondus avec les supporters marocains, qui ont porté le maillot marocain, qui ont essayé de suivre les rythmes des encouragements des supporters marocains. Sur les réseaux sociaux, il y en a même qui ont échangé la traduction en français de l'hymne national pour pouvoir s'inspirer et, je dirais, se mettre dans le contexte de cette équipe du Maroc. Puis à la fin du match, on avait des remerciements, des signes de gratitude. On a eu des scènes de liesse sur le stade, à la sortie du stade, dans la ville, et au point où certains supporters ont voulu se joindre à nous, c'est-à-dire à 500 mètres de là où nous nous trouvons, dans la résidence de l'équipe du Maroc, pour venir remercier ces joueurs qui ont fait preuve de professionnalisme et d'honnêteté. Les services de sécurité ont cru faire pour le mieux, c'est-à-dire qu'ils ont fait un barrage à l'entrée de ce quartier pour empêcher les intrus de venir et de maintenir un peu la quiétude de l'équipe du Maroc et pouvoir, je dirais, orienter la joie des supporters vers le centre de ville ici à San Pedro. Et je pense qu'en termes de diplomatie parallèle, de diplomatie sportive, nous avons réussi un grand coup. Parce que le Maroc a non seulement sauvé la Côte d'Ivoire, mais il a sauvé la CAN sur le plan de l'engouement populaire. Imaginez, il y a 40 ans, lorsque la Côte d'Ivoire avait organisé la CAN, avait été éliminée au premier tour, les demi-finales et la finale, à l'époque la compétition se déroulait à 8 équipes, elle s'est déroulée dans l'anonymat le plus total. Là, au moins pendant la semaine qui va suivre, il y aura toujours la même passion et la même ferveur de la part des supporters ivoiriens. Et puis,
Je parie quelques francs CFA, pas beaucoup tout de même, que mardi contre l'Afrique du Sud, ils reviendront pour encourager l'équipe du Maroc qui est devenue leur deuxième équipe de cœur. Exact. Alors, mais avant aussi, peut-être que les supporters marocains iront aussi soutenir s'il y a de la place, parce que j'imagine que les stades vont être orange, que les gradins vont être orange lors de la rencontre contre le Sénégal, Sahel, lundi. Mais avant de parler de cela, d'abord, je voudrais avoir peut-être vos impressions sur ce premier tour, sur ce qui vous a le plus marqué. On a parlé de l'équipe nationale, pourquoi pas aussi quelques mots sur cette équipe nationale que vous suivez depuis quelques années, je le sais, bien avant la Coupe du Monde, et aussi celles qui ont créé la surprise. Et puis, bien sûr, on finira avec cette rencontre entre ceux qui ont été donc ressuscités, j'ai envie de dire, les Ivoiriens, et les Lions de la Teranga. Donc, on va attendre un match chaud lundi. C'est bien ça. Bien avant le match chaud contre la Côte d'Ivoire, je pense que de façon globale, le Sénégal et le Maroc étaient très attendus. Ce sont deux favoris annoncés de cette compétition. Le Maroc, quand même, quoi que l'on dise, a bien été fidèle à sa philosophie de jeu. Défensivement, c'était bien. Ils n'ont pris qu'un seul but comme le Sénégal a pris un seul but. Et surtout, le match contre la RDC où il y a eu beaucoup de tension, dans un contexte difficile, sous un soleil de plomb, il ne faut pas l'oublier. Le contexte n'est pas le même que le mondial. Le Maroc, quand même, le bilan est positif pour moi. Et quand on voit qu'il y a de la ressource sur le banc, surtout hier face à la Zambie, je pense quand même le fait que, même à l'absence du coach, que les joueurs aient pu envoyer un signal fort à l'entraîneur de soutien et puis exigeant. Je pense que c'est à saluer. Il y a aussi la performance du Sénégal qui a fait en carton plein 9 points sur 9 dans une poule où il y avait le Cameroun, où il y avait la Guinée qui est qualifiée également et la Gambie qui a été malheureusement éliminée. De façon globale, les favoris comme le Sénégal et le Maroc ont répondu présent. Mais dans le même temps, des favoris comme le Cameroun, comme par exemple l'Égypte qui n'a pas gagné de match, 3 matchs nuls dans une poule où ils étaient ultra favoris. Et en même temps, on va pas encore remuer l'oublier, l'Algérie qui était attendue, l'Algérie malheureusement qui aujourd'hui, je pense que ils sont restés bloqués en 2019. Belmadi qui, on l'a vu, on voit les vidéos sur Internet. Franchement, je pense que c'est une déroute totale pour l'Algérie et la Tunisie également qui quitte la compétition. Je pense que de façon globale, ce sont les favoris qui étaient attendus, qui ont déçu encore une fois. Et surtout, noter également les performances de la Mauritanie. La Mauritanie, quand on va jouer la Mauritanie face à l'Algérie, c'était incroyable. Je pense que ce sont des sensations. Cette Coupe d'Afrique 2023 en Côte d'Ivoire fait partie des meilleures de l'histoire. Et également le Cap-Vert, le Petit Poussé, qui termine à la tête de son groupe. L'Angola également. Je pense que c'était de façon globale, c'est une compétition homogène où le niveau a été élevé grâce aux performances des petites nations, entre guillemets, parce que le football aujourd'hui se joue à 11. Je pense que dans l'engagement, dans l'état d'esprit, surtout dans l'efficacité, il y a eu beaucoup de buts, au moins 2 buts chaque match. Il n'y a pas eu de match nul, si ce n'est que les matchs de la Tunisie hier soir, 2 matchs nuls, 3 matchs nuls. Je pense que de façon globale, on a pris du plaisir durant ces matchs de poule-là. Et j'espère qu'aussi le jeu sera ouvert pour les 8e de finale parce que les matchs à élimination directe, souvent, c'est compliqué. Et cette CAN-là, elle est quand même, comme disent les Ivoiriens, chic. Même si les Ivoiriens, quand même, doivent beaucoup prier encore une fois pour le Maroc. Parce que c'est le Maroc, aujourd'hui, qui a permis à la Côte d'Ivoire de se qualifier pour le 8e de finale. Malheureusement, le Maroc nous donne un cadeau empoisonné. Parce qu'affronter le pays hôte à 8e de finale, ils ont changé d'entraîneur. Ils viennent de très loin, ils n'espéraient pas cette qualification. Ce sera très compliqué pour le Sénégal lundi soir. Mais pour gagner la CAN, il faut battre tout le monde. C'est ça qu'aujourd'hui, l'objectif de chaque grande nation, chaque match est une finale. Exact. Effectivement, il y a eu beaucoup de surprises. Bon, après, je ne sais pas si on va vraiment parler de cadeau empoisonné. Cadeau empoisonné pour qui? Parce que pour certains, effectivement, le Sénégal représente plus une menace pour les Ivoiriens que dans l'autre sens. Mais en tout cas, c'est un match qui sera très suivi. C'est quand même le tenant du titre versus le pays organisateur. C'est dire que
il y a beaucoup d'enjeux de ce sacré choc qu'on attend lundi. Et vous n'allez pas échapper au pronostic à la fin de cette émission, je vous rassure, Sahel. Nissi Aziz, d'ailleurs, on avait eu quelques bons pronostics lors de la dernière émission qui était juste avant le début de la CAN. On a prévu un 3-0, mahchmounache comme on dit. Alors, Walid Regragui, parlons de cette sanction. Vous connaissez bien un peu comment cela fonctionne, mais on aimerait bien comprendre comment cela fonctionne. Donc, suspension de 4 matchs avec 2 en sursis, déjà Bon, il faut déjà dire que nous n'avons pas tous les éléments, mais la CAF mais probablement... pourquoi on n'a pas... Quelles sont les bases Regragui est sanctionné et on ne sait même pas pourquoi. Le communiqué de la CAF ne mentionne pas sur quelle base cette décision a été prise. La CAF avait annoncé auparavant qu'elle allait ouvrir une enquête. Donc, on peut supposer qu'il y a eu une enquête sérieuse. Et que, au vu des éléments recueillis, peut-être qu'il fallait sanctionner le coach national. Mais la façon dont ça s'est passé, vous savez, un communiqué qui sort quelques heures avant une rencontre importante, de la façon dont ça s'est passé, etc., c'est quand même étonnant. Et bon, on peut dire aussi que ça n'a pas d'impact. Sauf que psychologiquement, si. Bah si, quand même, les joueurs. Et d'ailleurs, Amrabat l'a dit en conférence, ça les a quand même pourquoi j'ai dit pas d'impact ? Pourquoi j'ai dit pas d'impact ? Parce que généralement, les entraîneurs qui sont suspendus ou sanctionnés sont dans les tribunes, en communication avec leurs adjoints, etc. C'est comme s'ils étaient là. Bon, disons, il n'y a pas la présence physique, mais si vous avez dû remarquer que la télévision, de temps à autre, nous montrait Regragui dans la tribune, il n'était pas très loin. Bon, mais l'impact psychologique est important, c'est parce que c'est toute l'équipe qui sent que son leader, son meneur, c'est parce que c'est ça finalement un sélectionneur national. Un coach avant tout, c'est un coach psychologique. Exactement, avant qu'il soit physique. Alors c'est comme si l'équipe avait été décapitée pour un instant. Donc l'annonce est pénible. Après bon, les gens s'habituent, c'est-à-dire s'habituent à la situation, ils trouvent les solutions, les communications, etc. Ils s'adaptent. Mais bon, mais c'est quand même... J'estime que c'est quand même une sanction qui est malvenue et qu'on aurait pu éviter, disons, parce qu'on aurait pu faire quelque chose la nuit même de l'altercation. Qu'est-ce que vous entendez par non, parce que généralement, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de situation ? On essaye d'étouffer la chose rapidement. Si ça s'était passé comme ça, je ne vous dis pas qu'est-ce qu'on aurait pu entendre. On essaye. Mais comment on fait ? Déjà sans rien, et on dit oui, la Fédération royale marocaine de football, elle a le contrôle de la CAF. Non, c'est pas de ça que je parle. C'est qu'on laisse passer le moment d'énervement. Et puis on essaie de faire une rencontre ou quelque chose dans la nuit même. Une rencontre entre les deux, avec des photos, avec des accolades, etc. Parce que, vous savez, passer le moment de nervosité, une demi-heure après, tout le monde était calme et tout le monde était serein et tout le monde pouvait se donner l'accolade et c'est fini. Et je suis pas sûre, parce que le joueur congolais, quand il est passé par la zone mixte, oui, mais il était encore c'était bien après, c'était pas une demi-heure. Oui, mais c'était dans le match. Moi, je parle d'après le match, c'est-à-dire 2-3 heures après. Oui, mais il avait déjà fait cette déclaration qui a vraiment suscité, pour le coup, une vague. Je vais la mettre sur le manque de vocabulaire parce qu'il n'a pas su s'exprimer. Mais il a induit en erreur des centaines de milliers de personnes. Et on l'a vu sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment malheureux d'arriver à cela. Il y a aussi à tenir compte du fait que nous avons repris exactement le même narratif que les médias occidentaux, en parlant de racisme, etc. Il n'y a pas de racisme entre Africains. Je pense que ça a commencé sur les réseaux avant que ce ne soit repris par les médias. Non, mais écoutez, c'est les médias qui amplifient. Les gens ont analysé, ils sont plus rapides que les médias de toute façon aujourd'hui, les réseaux sociaux. Non, c'est clair. Les réseaux sociaux peuvent dire ce qu'ils veulent, mais on a revu ça, on a retrouvé ça dans la presse. Oui. Alors que je mets ma main au feu que Regragui n'a jamais prononcé de mots qui soient vexants au point où on pourrait le traiter de raciste. Parce que je vois mal un Marocain raciste en Afrique. C'est quand même étonnant comme narratif. Oui. Mais toujours est-il, maintenant je pense qu'il faut oublier ça et aller de l'avant, et puis c'est tout, c'est fini, c'est là, la sanction a été prononcée, dans quelques mois elle sera oubliée, et puis c'est tout. Amine Birouk, donc cet appel de la Fédération royale marocaine de football, cet appel de la décision de la CAF, qu'est-ce qu'il pourrait amener ? Peut-être un allègement de cette sanction, peut-être que Walid Regragui pourrait être présent lors du match contre
l'Afrique du Sud mardi? Écoutez, tout d'abord, je salue la transparence et la réactivité de la Fédération royale marocaine de football. Dès que la nouvelle a filtré vers 16h ici, c'est-à-dire à 3h ou 4h du coup d'envoi, il y a eu ce communiqué où on annonçait que la Fédération faisait appel. Il y a eu auparavant la tentative de la Fédération via un communiqué de remettre le contexte des relations historiques entre le Maroc et la RDC dans le sillage des relations d'amitié, de fraternité, de coopération. Et puis Walid Regragui est aussi monté au créneau lors de la conférence de presse d'avant-match pour justement éclaircir, donner son point de vue, donner sa version des faits, une version qui a été écoutée par la commission de discipline de la CAF. Ce qui m'étonne, c'est que lorsqu'il y a une sentence ou un jugement, elle est basée sur un code disciplinaire, sur des articles. Or, sur le communiqué, on a juste des sanctions qui sont, je dirais, dressées de manière laconique, entre amende et suspension, sans pour autant qu'il y ait une référence à un article du code disciplinaire. Autre chose, je remarque que le timing de la sanction n'est pas adéquat, il est très maladroit. Il aurait fallu prendre la décision la veille, au moins ça aurait permis à l'équipe du Maroc de se préparer dans la plus grande sérénité. Et aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que la sélection marocaine va faire le dos rond, ça va la renforcer, en attendant un éventuel appel et donc un allègement de la sanction. Mais les joueurs vont se révolter. Ils ont d'ailleurs dédié le but inscrit par Ziyech à leur sélectionneur. C'est le chef de famille. Et aujourd'hui, l'équipe nationale a besoin de son mentor contre l'Afrique du Sud. Même si certains oseraient faire la comparaison entre ballon rond et ballon ovale en me disant que en rugby, les entraîneurs ne sont jamais sur le banc de touche. Ils sont plutôt en hauteur en tribune. Ça leur permet de voir mieux le jeu et de pouvoir interagir avec leurs assistants et pouvoir apporter les ajustements nécessaires. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un tollé qui a été provoqué par le sieur Chancel Bemba dès la conférence de presse d'avant-match où il était très chaud bouillant. Ça a continué pendant le match, ça a dégénéré après la fin du match, mais en général on dit ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Amine, ce qui se passe dans un terrain si de je peux football me permettre de t'interrompre, impérativement dans un terrain de football. Oui, mais justement, ce joueur-là, oui, allez-y. Justement, Bemba, il est aussi impliqué. Enfin, je veux dire, Walid Regragui, il n'a pas fait, il n'a pas eu une confrontation avec lui-même là. Donc ils sont deux là-dedans. Mais on n'a pas entendu parler de Bemba. Non seulement il n'a pas eu une conversation avec lui-même, mais je suis étonné du communiqué où on ne fait jamais allusion à la moindre sanction envers ce monsieur. Or hier, à titre préventif, les Congolais ne l'ont pas inscrit sur la feuille de match. Mais ce qui m'étonne, c'est que finalement, le monsieur avec qui il y a eu l'altercation s'en soit tiré à bon compte et que Walid Regragui, qui a un historique, un référentiel depuis de très nombreuses années de loyauté et de comportement fair-play, puisse prendre à lui seul cette sanction qui est assez lourde. Parce que si on a joué un match, je dirais une formalité contre la Zambie, il y a tout de même un match officiel contre l'Afrique du Sud. Je n'irai pas jusqu'à parler de théorie du complot, mais je voudrais tout de même rappeler, c'est un fait, que le président de la CAF est sud-africain. Donc, franchement, je ne parlerai pas de préméditation ou de situation de sanctions délibérées, mais c'est tout de même maladroit, et le timing, et l'ampleur de la sanction, et le futur adversaire du Maroc dans un match couperé en 8e de finale de la CAN. Mais on est loin de ces théories du complot et puis on ne se laissera pas prendre dans le jeu parce que justement, c'est ce que je disais tout à l'heure à Aziz Daouda, on voit que la CAF fait son travail et que, alhamdoulilah, pour une fois, on ne va pas accuser la Fédération royale marocaine de football ni son président de tirer les ficelles au sein de cette confédération africaine de football et que c'est nous qui décidons de tout, des horaires de match, des arbitres, des origines des arbitres. Bref, la liste est longue de cette théorie du complot qu'on ne cesse d'alimenter de théories vraiment de théories un peu folles, disons-le ainsi. Bon, Sahel, Sissoko, peut-être un mot sur cette sanction et aussi, bon,
Ouais, moi, Vous avez dit beaucoup de belles choses tout à l'heure sur le jeu, sur la défense de l'équipe nationale. Peut-être si vous avez été convaincu, mais si peut-être il y aurait des choses à améliorer face à ce prochain adversaire qui n'est pas des moindres, les Sud-Africains. Et puis on a un historique avec cette équipe sud-africaine. En plus, l'Afrique du Sud qui avait gagné leur dernier match, c'était les éliminatoires de cette même CAN 2-1. Les deux équipes étaient déjà qualifiées. Mais je pense qu'avant d'en arriver là, pour moi, la décision de la CAF, elle est précipitée dans la mesure où, face au déferlement des commentaires sur les réseaux sociaux, ils sont précipités à prendre une décision. Mais bon, je pense qu'aux dernières nouvelles, il devrait être sur le banc mardi face à l'Afrique du Sud, ce qui serait une très bonne nouvelle pour le Maroc parce que Mbemba, dans sa communication, il a été vague, il a insinué. Et les gens ont repris les commentaires sur les réseaux sociaux. Il y a aussi une campagne en bas où on fait tout pour que l'affaire s'envenime. Je pense qu'aujourd'hui, la communication de la Fédération royale marocaine de football a été juste. Et la réaction a été juste pour qu'on reste concentré sur le jeu. Et que hier, après le but de Ziyech, je pense que les joueurs, cette affaire a créé un électrochoc, si vous le permettez. Et ça va aider le groupe à être soudé autour de son entraîneur. Je pense que les messages de soutien, que ce soit de Romain Saïs, des joueurs sur les réseaux sociaux, hier, le but de Ziyech, le signe de soutien à l'entraîneur, va fédérer cette équipe-là, va créer une âme supplémentaire au sein du groupe pour que Walid Regragui, mardi, on le souhaite, puisse affronter cette équipe d'Afrique du Sud et aller en quart de finale, ce qui est faisable parce que le Maroc aujourd'hui est attendu, est favori. Est-ce que vous pensez, Sahel, justement, parce que Mbemba, il est donc de cette équipe de RDC qui va affronter l'Égypte ce dimanche. Oui. Est-ce qu'on peut attendre aussi qu'il y ait une décision qui soit prise à son encontre ou le communiqué de la CAF est clair, la sanction, elle tombe que sur le sélectionneur national? Du moment que la CAF tarde a dit qu'ils ont lancé une enquête 2 jours plus tard ou 24 heures, on apprend que Walid Regragui a été sanctionné avec des sanctions. Je pense que Mbemba, peut-être, ils auraient pu... sa communication n'est pas claire du tout. L'enquête de la CAF, pour moi, elle est précipitée. Elle n'a pas été rendue publique. Du moment qu'elle n'a pas été rendue publique, on ne sait même pas ce qui s'est passé. Je pense que la sanction de Walid Regragui aujourd'hui, 2 matchs avec sursis, 2 matchs, et aux dernières nouvelles, devrait être sur le banc mardi. Et pour moi, voilà, c'est une affaire qui répond à des vindictes populaires sur les réseaux sociaux qui n'a pas de tenant ni d'aboutissant, que la CAF gagnerait à tirer au clair avec une communication claire et des sanctions bien claires. Mais là, je pense que c'était un peu disproportionné et précipité dans la mesure où vous sanctionnez un entraîneur pour 4 matchs. Et heureusement, la Fédération royale marocaine de football a saisi les voies de recours et permettra peut-être sûrement à Regragui d'être sur le banc mardi. Mais Chancel Mbemba, jusqu'à présent, on n'a pas entendu de sanctions contre lui, on n'a pas entendu de mesures le concernant. Et ce qui est peut-être pour moi en non-sens dans la mesure où c'est 2 camps qui étaient impliqués. Et à mon niveau, je pense pas qu'il y ait, il a même parlé de vidéos, tout ça, on va pas y revenir. Je pense que les nerfs étaient tendus. Ce match était un match très compliqué pour moi. Même les supporters qui étaient au stade sur les réseaux sociaux, on voit que c'était compliqué. Il faisait hyper chaud, c'était tendu, il y avait beaucoup de tension. Et quand vous terminez ce match comme ça, avec un but à 0, réagir au micro à chaud, si vous faites pas attention, vous pouvez lâcher une bombe. Et je pense que lui, dans sa déclaration, il aurait pu être plus clair pour nous éviter tout ça. Parce qu'aujourd'hui, heureusement que Walid Regragui a tout fait pour que son honneur soit là. Parce que quand on vous colle cette étiquette-là dans le milieu du foot, c'est votre carrière même qui peut en pâtir. Bien heureusement que tous les joueurs congolais et que l'entraîneur du Congo qui est bien un ami du Maroc, Sébastien Desabre, et ils ont échangé avec la Fédération royale marocaine qui s'entend bien aussi avec la Fédération congolaise de football. Les 2 pays aussi, c'est 2 pays frères parce que le football aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est bien plus qu'autre chose. Ça va au-delà des 11 titulaires. C'est 2 pays qui se connaissent, qui entretiennent d'excellentes relations
Heureusement que cette affaire aurait pu prendre d'autres proportions. Et heureusement aujourd'hui, pour nous tous, que l'affaire a été bien cadrée et que le football continue son chemin. Exact, c'est que la sagesse finit par le remporter et puis surtout le bon sens. Et on privilégie le bon sens. Watel, vous avez parlé, on l'a évoqué tout à l'heure, du soft power marocain, de cette diplomatie parallèle ou dans la diplomatie dans le pur sens du terme. Aziz Daouda, on parle justement du coach El Ghlaghi, parlons aussi de ses choix. Alors, 21 joueurs de la liste des 27 donc, ont joué, qui les a fait jouer Walid El Ghlaghi. La participation de ces jeunes, de ces jeunes joueurs, Saibari, Richardson, Amir Richardson, maintenant, d'ailleurs la décision est claire, il ne jouera pas pour les tricolores, enfin pour le drapeau américain, mais pour le bicolore, le drapeau marocain, Amir Richardson, Saibari ou bien Adli. Que pensez-vous justement d'abord de leur choix, du choix de jeunes joueurs, de faire jouer ces joueurs novices et aussi de leurs prestations respectives? Je pense que nous sommes là en plein constat de la réussite de la stratégie de la fédération. Ces joueurs viennent d'une équipe nationale, des U23. Des 23, oui. Où ils ont été très bons, excellents même. Et donc, c'est une continuité, c'est un continuum. Et je pense que c'est la bonne stratégie. Et c'est l'équipe qu'on prépare pour peut-être 2025 et pour après. Et donc, de voir déjà 3 de ces joueurs alignés et de les voir au niveau où on les a vus, c'est rassurant. Sincèrement, c'est rassurant. Parce que quand ils sont rentrés, on a senti que c'était pas juste des gens venus combler un peu les petits trous. Ils sont venus, ils ont agi. Saibari a été juste extraordinaire en première mi-temps. Bon, il s'est un peu fatigué, c'est normal, parce qu'il a quand même beaucoup couru et les conditions climatiques aidant. Il était un peu fatigué, il a fallu le remplacer, mais... Est-ce que le fait de jouer pour vraiment, je pose la question, le fait de jouer dans de grands clubs permet aussi d'améliorer la condition physique? Parce qu'on le voit, il y a des joueurs moins jeunes, mais qui évoluent dans de grands clubs, et qui ne montrent pas autant de signes de fatigue que des joueurs plus jeunes. Non, globalement, les joueurs doivent avoir une bonne condition physique. Maintenant, il y a la condition physique, il y a aussi le fait de jouer ou pas dans les compétitions. Parce que ceux qui ne jouent pas manquent de rythme de compétition. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une bonne condition physique, mais ils manquent de rythme, ils manquent de repères, etc. Et ça rajoute un peu à leurs difficultés sur le terrain. C'est ce qui explique peut-être la prestation de Bouffal ou des joueurs qui ne jouent pas dans leur club. C'est pour ça que les sélectionneurs évitent de sélectionner des joueurs qui n'ont pas le rythme de la compétition. C'est le rythme de la compétition qui fait défaut dans ces cas-là. C'est pas la condition physique. Bon, maintenant, dans le cas d'espèce en Côte d'Ivoire, dans les conditions climatiques qui sont celles de ce mois-ci en Côte d'Ivoire, les difficultés étaient amplifiées. Parce qu'il a fait très chaud. On a fait jouer des équipes à 14 heures locale, enfin 15 heures marocaine. C'est inimaginable. C'est invraisemblable. On ne devrait pas permettre ça. La CAF ne devrait pas permettre ça. Parce qu'on met sous stress des joueurs qui sont le capital même de la CAN. La CAN, c'est quoi? C'est ces joueurs. Oui. Donc vous prenez votre capital et vous le dilapidez comme ça. Et vous mettez... Non, je pense que les décideurs sont dans des salons calfeutrés, bien climatisés, etc. Et qu'ils ne pensent pas que les joueurs, c'est des organismes et qu'il y a des réactions physiologiques qui peuvent aller jusqu'à la mort. Il ne faut pas l'oublier. Parce que quand vous mettez un corps humain dans des conditions de stress, comme ce qu'on a vu lors de cette compétition, c'est quand même difficile. Heureusement qu'il n'y a pas eu d'accident, qu'il n'y a pas eu de problème. Mais les joueurs, on l'a vu, on l'a senti. On a vu que les joueurs souffraient. Et donc, qu'est-ce qui aurait empêché la CAF de programmer 2 matchs plus tard et puis c'est tout? Les problèmes de télévision, on peut quand même les dépasser ou les régler. Mais, je pense qu'en cela, il faut saluer les efforts de nos joueurs, de notre staff, etc. Parce qu'on a quand même revu les joueurs, quand ils sont revenus sur le terrain, à chaque fois pour les matchs d'après, ils ont été un peu mieux. En toute sincérité, il y a une évolution. C'est le fait d'avoir été là-bas 10 jours avant, c'est une excellente décision de la fédération. Ça a permis aux joueurs de s'adapter et donc de supporter un peu mieux les conditions. Et crescendo... Bon, maintenant, je pense que le prochain match, il sera encore mieux, parce que là, il y a 7 jours de repos et donc de récupération, de réglage, de ceci ou de cela, parce que toute la problématique, c'est que quand vous commencez
à subir le stress, disons, de la température, vous commencez à perdre votre lucidité, et donc sur le plan technico-tactique, vous perdez de vos moyens. Et c'est ça qui explique peut-être que c'est ces moments de faiblesse de notre équipe nationale. C'est pas le niveau de l'équipe, parce que à des moments, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils étaient flamboyants. Il y a des moments où ils ont joué un football juste invraisemblable, dignes des plus grandes prestations qu'on puisse trouver aujourd'hui sur Terre. Mais des moments où, probablement impactés par les conditions climatiques, ils ont eu des moments de faiblesse. C'est normal, c'est naturel, c'est humain. C'est humain. Et ce qui devrait nous rassurer, c'est que pour le match des huitièmes, eh bien, la programmation a été plus humaine, clémente. Ce sera à 21h. Mais avant, justement, peut-être quelque chose à ajouter, Amine Birouk, sur ce prochain match du Maroc face à l'Afrique du Sud. Comment voyez-vous d'abord cette confrontation? Et surtout, quels sont les points forts, faibles de la sélection sud-africaine? Tout d'abord, c'est un adversaire qu'on connaît, puisqu'on l'a affronté dans notre groupe lors des éliminatoires, avec une victoire très difficile à Rabat et une défaite à Johannesburg en toute fin de saison dernière, avec beaucoup de joueurs démobilisés, des blessés, certains laissés à la disposition de leur sélection. C'était pas l'ossature qu'on connaissait. En tout cas, il y avait beaucoup d'absents. L'équipe d'Afrique du Sud, ce n'est plus une inconnue pour le football marocain. L'ossature, c'est Mamelodi Sundowns, l'équipe qui a remporté l'African Football League face au Wydad en finale. C'est un adversaire que le Wydad croise régulièrement en Champions League. C'est des joueurs qui sont habitués à jouer ensemble, qui ont une identité de jeu, qui ont une marque de fabrique. C'est une équipe joueuse, c'est-à-dire qu'elle joue, elle laisse jouer. C'est souvent dans le fair play, ce n'est pas dans la polémique. Avec peut-être la star, c'est Percy Tau qui évolue du côté de l'Ali d'Égypte, encore un adversaire du Wydad. Donc, les deux entraîneurs ont certainement peu de choses à cacher, beaucoup de certitudes de part et d'autre. L'Afrique du Sud sera dans la position de l'outsider parce que sur le papier, c'est le Maroc qui part favori. L'Afrique du Sud a eu un moment de forte croissance en termes de football à la fin de l'apartheid avec la CAN qu'elle a organisée et gagnée en 96, la finale de 98, une place sur le podium en 2000. Mais depuis, elle se cherche. Il y a eu une embellie en 2019 où elle avait atteint les quarts de finale. Mais en tant que sélection, ce n'est pas, l'ADN du Sénégal. Ce n'est pas, le vécu et le métier de l'Égypte. C'est un adversaire qu'il va falloir respecter. On change de formule de compétition, on passe d'une formule de coupe où on passe à une formule de coupe où finalement l'objectif c'est de ne pas prendre de but. L'objectif c'est de se dire qu'il faut gagner, mais ça peut se faire en 90, en 120 minutes, au tir au but. C'est un exercice de patience parce qu'ils vont certainement nous laisser le ballon. Donc à nous de ne pas trop nous frustrer, à nous de ne pas revivre un scénario à la béninoise comme en 2019. Je pense que ce groupe a assez de métier, assez de vécu pour pouvoir appréhender ces situations et se dire que l'essentiel c'est de trouver la faille, de gérer un score. Et si ça ne se fait pas lors du temps réglementaire, il y a moyen d'aller se départager comme en huitième de finale de la Coupe du Monde face à l'Espagne lors de la fatidique séance des tirs au but. Je rappelle, beaucoup croient que c'est une loterie. Moi, je reste persuadé que c'est un exercice technique, un exercice mental. Et l'équipe qui aura le plus gros mental, c'est l'équipe qui arrivera à s'extirper de ces huitièmes de finale pour aller vers d'autres horizons, puisque le Maroc va commencer, si Dieu le veut, un long périple, un long tour de Côte d'Ivoire, puisqu'après le huitième à San Pedro, il faudra aller jouer à Yamoussoukro, le quart de finale, je l'espère, contre le vainqueur du match Cap-Vert-Mauritanie. Inch'Allah. C'est sûr, Amine, vous le disiez, il y a beaucoup de surprises qui ont été créées lors du premier tour. C'est pour ça qu'effectivement, toutes les équipes aujourd'hui qui sont qualifiées à ces huitièmes de finale peuvent s'attendre à tout. Et là, il n'y a pas vraiment d'occasion pour être repêché parce que là, ça y est, on perd le match, on est éliminé. Quand même, 89 buts marqués lors de cette phase de groupe en 36 rencontres, c'est une moyenne de 2 buts et demi par match. C'est quand même un gros bilan. C'est un gros bilan. C'est une CAN quand même qui reste assez exceptionnelle. Je suis de ceux qui pensent que c'est la meilleure version de la CAN depuis toujours. Et parce que pour plusieurs raisons. D'abord, les raisons statistiques que vous évoquez ici, donc il y a une prolifération de buts, donc il y a de l'attaque, il y a du jeu, ça veut dire qu'il y a du jeu. Une moyenne comme ça, c'est très positif.
Mais à côté de ça, on a vu que le niveau global du football africain est en amélioration constante. Parce qu'on a vu les gros ténors en difficulté. Vous parlez de Côte d'Ivoire, mais il faut parler aussi d'Égypte. Ils ne se sont pas qualifiés facilement, ils sont qualifiés avec 3 nuls. Vous vous rendez compte, c'est quand même dans la douleur. Bon, mais après, on connaît la sélection égyptienne. Oui, écoutez, c'est un peu leur modus operandi. Il y a une seule équipe. C'est-à-dire, au début, on va se dire, oui, bon, ils sont passés à peine et ils finissent en finale. Enfin, d'accord, mais c'est quand même, ça reste quand même une sélection. Parce que le premier tour... Bon, puisque vous parlez de ça, est-ce que vous pensez que la RDC a ses chances contre l'Égypte dimanche? Ben oui. Parce que le premier tour, c'est ce qui vous donne un aperçu sur l'évolution du football africain. Après, ce sont les grands entre eux et c'est l'élimination, il y a beaucoup de facteurs. Mais quand vous analysez, parce que c'est là qu'il y a le plus de matchs, et c'est là où il y a le plus d'équipes. Les 24 équipes ont joué 3 fois. Et donc, c'est là que vous pouvez juger du niveau. Et vous avez vu qu'à ce niveau-là, donc au niveau de ce premier tour, de grands ténors ont été en difficulté. Le Nigeria était en difficulté, la Côte d'Ivoire en difficulté, le Cameroun en difficulté. Le Mali en difficulté. Et surtout, il y a des sélectionneurs, si vous permettez, Daouda, des sélectionneurs en difficulté, parce qu'ils ont été soit remerciés, virés, ou limogés, ou ils ont démissionné. 6. C'est premier tour, 6 sélectionneurs limogés. Qui ne sont plus sélectionneurs. En pleine compétition. Belmadé, bien sûr, en Algérie. Oui, exactement. Donc oui, le Nigeria était en difficulté, selon vous. Oui. Mais il n'y a pas que... Je disais, l'Égypte a été en difficulté, le Cameroun a été en difficulté, le Nigeria, les qualifiés. Maintenant, il y a les éliminés. L'Algérie éliminée, la Tunisie éliminée, le Ghana éliminé. C'est de grosses pointures du football africain. Et par contre, vous voyez la remontée fantastique au niveau du Cap-Vert, qui finit tête de groupe, de la Mauritanie, qui gagne son premier match de CAN. Oui. Et qui se qualifie. Vous vous rendez compte, quelle performance. De la Tanzanie, n'était pas ridicule du tout, les Tanzaniens. Bon, ils ont perdu 3-0 contre le Maroc, mais à voir la façon dont ils ont joué, etc., ils ont juste été merveilleux. Ils sont battus, on le sent. Les Mauritaniens, je le disais, l'Angola aussi a bien joué. C'est que les équipes qu'on pensait être de petites équipes, qu'on allait affronter comme une formalité au premier tour, se sont avérées être de gros os, et que malheureusement, ça a fait des dégâts. Et parmi les dégâts, il y a la Tunisie, il y a l'Algérie et le Ghana. Exact. Bon, alors, pour ceux qui sont restés, puisque 8 rencontres quand même de 8e qu'on va certainement suivre toutes, elles sont au nombre de 8, donc elles commencent ce samedi, donc après-demain, samedi 27 janvier, avec tout d'abord, et là c'est là où on va commencer les pronostics. Messieurs, on va laisser le pronostic Maroc-Afrique du Sud pour la fin. Angola-Namibie, 18h, samedi, Sahel. Oui. Pronostic Angola-Namibie. Quels sont vos favoris pour chaque confrontation? Je ne vais pas vous demander le score ou le pronostic de score que pour le match Sénégal-Côte d'Ivoire et Maroc-Afrique du Sud. Non, moi je pense que c'est du 50-50 Namibie, Angola. C'est des petits. Bon, c'était annoncé comme des petits poussés de la compétition, mais finalement qui se retrouvent à ce niveau de la compétition en 8e de finale. Nigeria-Cameroun. Nigeria-Cameroun, c'est un super classique du football africain. C'est sera un match très, très, très difficile. Je pense que c'est du 50-50 également. Un Cameroun qui revient de très loin également parce qu'ils étaient éliminés face à la Gambie jusqu'à la dernière minute. Et que Rigobert Song aujourd'hui, c'est à l'image même de son destin. Il a frôlé la mort, Rigobert Song, en tant qu'être humain. Il a été dans le coma à un moment donné. Je pense que c'est quelqu'un qui, quand on dit qu'il est en danger, c'est là-bas qu'il s'en tire. Je pense que Nigeria, Cameroun, c'est un match très compliqué. C'est un super classique du football africain. Après, pour le reste, pour moi, je mise toujours sur le Sénégal et le Maroc parce que les deux tableaux sont opposés et qu'il y a possibilité qu'on se retrouve en finale, même si ce n'est pas gagné d'avance. Ce n'est pas gagné d'avance, mais il y a quand même des signes comme quoi c'est des équipes qui ont des certitudes, malgré les difficultés rencontrées en match de poule. On voit que même le Maroc, c'est du diesel. Je préfère une équipe qui commence des compétitions avec certaines difficultés, comme par ça, des matchs au match piège où tu en sors avec un point. Que même le Sénégal, on a gagné les 3 matchs, mais face à la Côte d'Ivoire, ce sera un match où le destin peut basculer du bon ou du mauvais côté. Mais je pense que ce sont les deux favoris pour moi de cette compétition. Ça reste des deux favoris également, le Maroc et le Sénégal. Maintenant, l'Égypte, ils ont là, et ça c'est dans leur ADN, comme vous le disiez tantôt. 3 matchs nuls en poule. Maintenant, il y a Gabaski qui est revenu dans les buts. Quand ils marqueront un seul but, c'est fini pour vous. Vous êtes morts.
7 minutes, tu vas te plonger par terre. Je pense que l'Égypte, quand même, c'est dans leur ADN de savoir compétir, de s'en tirer, de gagner du temps, d'aller au tir au but face à la RDC Congo également, qui n'a pas remporté de match. Je pense que c'est un match où ce sera très défensif parce que c'est deux équipes qui vont pas aller à l'abordage, mais l'Égypte, quand même, avec le savoir-faire, peut aller en quart. Mali, Burkina. Le Mali, Burkina, c'est un derby entre deux pays voisins. Le Mali, il y a toujours eu du talent. Le Mali a toujours eu des joueurs talentueux, mais dernièrement, c'est le Burkina quand même qui est devant, parce que le Burkina, la dernière CAN, était au moins en quart de finale, et que c'est une équipe aussi qui sait jouer, qui progresse sur le continent. Le Mali a de fortes individualités, mais parfois ça tourne en rond, ils ne sont pas efficaces. Un match très intéressant également entre deux nations qui se connaissent à merveille, entre le Mali et le Burkina. Et que dire des deux Guinées qui s'affrontent sans mauvais jeu de mots. Non, la Guinée équatoriale, pour moi, c'est l'équipe à éviter. Parce que souvent sont tous des Espagnols. Le capitaine, il a remporté l'Euro avec les moins de 17 ans, avec l'Espagne. Aujourd'hui, à 34 ans joué, il est le meilleur buteur de la compétition. Je pense que la Guinée équatoriale, il faudra s'en méfier. C'est comme aller chez le dentiste. Tu t'en sors pas indemne, la Guinée équatoriale. Souvenez-vous, c'est la Guinée équatoriale qui a causé toutes ces difficultés à l'Algérie. Et aujourd'hui également, ils ont humilié la Côte d'Ivoire en match de poule. C'est incroyable. Ils sont enthousiastes en jouant au football. Je pense que la Guinée équatoriale... Ils ont été bien motivés, parce que là, on leur a promis un très beau chèque. Beaucoup d'argent, la famille ou bien qui les pas sur le mois. En même temps, c'est des pétrodollars. Bon, on va rester dans le foot. Sahel. Je vais passer peut-être rapidement. Dernier pronostic, les 4 favoris, ou en tout cas les équipes que vous pensez, cher Amine Birouk, les équipes que vous pensez qu'on va retrouver en quart de finale, et puis aussi votre pronostic pour le match Maroc-Afrique du Sud. Ce sera donc mardi 30 janvier. Ça sera toujours à San Pedro où vous vous trouvez. Alors on va commencer déjà par Cap-Vert-Mauritanie parce que c'est une occasion historique pour les deux pays. Jamais le Cap-Vert n'a été en quart de finale, et puis pour la Mauritanie c'est une découverte, c'est une saut vers l'inconnu. Après 3 participations consécutives à la CAN, première victoire, première qualification pour les 8e de finale. Je mettrai une toute petite pièce sur cette équipe chatoyante du Cap-Vert, très joueuse, avec une culture de jeu inspirée du football portugais. Beaucoup de joueurs qui ont été formés footballistiquement au Portugal. Certains sont passés par le championnat marocain. Je parle de Borges qui a évolué pendant 3 saisons à l'AS FAR. Donc, a priori, le Cap-Vert a une petite marge par rapport à la Mauritanie. Maintenant, on ne sait pas si dans l'euphorie de la victoire face à l'Algérie, les Morabitos sont capables de se transcender davantage et de frapper encore un grand coup. Mais a priori, je pencherai plutôt pour le côté capverdien. Puis concernant l'autre match, je reste persuadé que pour gagner un championnat, c'est les équipes qui ont les meilleures organisations défensives qui l'emportent. On peut avoir une bonne attaque, ça permet de gagner 1 match, 2 matchs, mais sur la durée, sur un championnat, il faut rester solide, compact. Si on préserve, si on joue sur nos vertus, celles que nous avons vues en Coupe du Monde, si on capitalise sur nos temps forts, il n'y a pas de raison de ne pas nous voir en quart de finale, voire au-delà des quarts de finale. C'est tout le mal que je souhaite à cette équipe des Lions de l'Atlas, parce que ça fait quand même 20 ans qu'on n'a pas atteint le dernier carré de la compétition. On a hâte d'y être, on a hâte d'y revenir, et on a hâte de faire oublier que depuis 1976, il n'y a pas d'équipe marocaine qui a soulevé cette Coupe d'Afrique des Nations. Le pronostic du résultat du match, Amine? Je dirais un bon 2-0. 2-0 pour le Maroc. 2-0 pour le Maroc, allez. Un bon 2-0, je me jette à l'eau. Oui. 2-0 pour le Maroc, Inch'Allah. Inch'Allah, on le souhaite. C'est Aziz. Pronostic ou... Oui. C'est la tradition. Vous savez, je suis très à cheval sur les traditions. Non, moi, je n'aime pas trop les pronostics, mais je fais confiance à Amine Birouk, qui est un super connaisseur. Et oui. Si Amine dit 2-0, ça va être 2-0. Inch'Allah. Un but par mi-temps. Non, vous savez, avec un peu de réalisme de nos attaquants, on les a vus à l'action. Hier, par exemple, on a raté un tas de buts. Avec un peu de réalisme,
ça marchera. Juste avec un peu de concrétisme. Oui, oui. Si je peux me permettre. Bon, en football, on dit réalisme. Ce nouveau mot de concrétiser, c'est Oui, ce qui manque parfois. Je ne suis pas spécialiste, mais en tout cas, ça. Il faut que nos ailiers se rappellent que leur mission principale, c'est de passer le ballon. Pas de marquer. Pas de tirer. Il faut passer pour qu'il soit marqué. Parce qu'il y a des attaquants qui s'amènent et qui viennent pour ça, justement. C'est ce qui a expliqué le but de Ziyech. Il s'est trouvé là où il fallait. Exact. Sahel Sissoko, vraiment, bon courage, bien sûr, à tout le monde. Mais peut-être vos pronostics pour le match Sénégal-Côte d'Ivoire et le match Afrique du Sud, Maroc-Afrique du Sud. Pour le match Côte d'Ivoire-Sénégal, 2-1 pour le Sénégal qui se qualifiera dans la douleur. Et le Maroc-Afrique du Sud également, 3-1 pour le Maroc parce que Regragui connaît bien les Sud-Africains. Ils jouent pour la plupart à Mamelodi Sundowns, que Regragui avait entraîné le Wydad, il les croisait tous les week-ends. Ce sera un match 3-1 pour le Maroc et 2-1 pour le Sénégal. On va se croiser en finale. On reviendra, Inch'Allah, juste après ces matchs-là pour discuter justement. Et je garde noté les pronostics de chacun. Merci beaucoup. Merci Sahel. Merci à vous. Merci Amine. Merci à vous. À très bientôt. Inch'Allah. Et puis, vivez pour nous cette CAN. Quand même exceptionnel à plus d'un titre. Merci beaucoup, c'est Aziz. C'est moi qui vous remercie, Lalla. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité à cette émission. Très bonne soirée et très bonne suite de la CAN à tout le monde.